Bonjour à tous, je me demandais si on va parler en persan ou en français, donc on va parler dans les deux langues. Merci d'être venus si nombreux pour la présentation d'un livre que nous avons consacré à la pensée et à l'évolution de la pensée de Dariush Ashuri. C'est un projet auquel on tenait depuis 2 ans avec mon ami Reza Rokoui. On se demandait aussi que les milieux académiques francophones, les chercheurs iraniens, les autres chercheurs qui ont besoin de comprendre un peu l'Iran, c'est aussi intéressant de pouvoir accéder aux textes de quelques intellectuels, de quelques penseurs qui ont joué un rôle déterminant dans les 50 dernières années. Et c'est aussi une occasion pour nous de pouvoir choisir quelques-uns, chacun de nous, Reza et moi. Nous avons des parcours et des trajectoires différents, mais ce qui nous lie, c'est une attention particulière au changement que l'Iran connaît depuis une 50aine d'années. Reza d'un point de vue philosophique et moi d'un point de vue sociologique. Donc c'est Reza qui a eu l'initiative de cette aventure qui a duré pendant je dirais un an et demi. Il souhaitait rendre un peu compréhensible quelques textes de Dariush. On a discuté, on a échangé quelques mots. Moi, je lui ai proposé qu'on traduise à la fois quelques textes d'Ashuri, mais en même temps de présenter un peu le parcours et la trajectoire pour pouvoir contextualiser un peu ces textes. Je pense que c'était notre objectif. C'est à la fois de traduire, mais la traduction ne suffisait pas pour pouvoir comprendre le contexte dans lequel ces textes ont été produits. Donc on a expliqué un peu un certain nombre de choses dans la première partie de notre livre. Boland. Je ne vais pas répéter ce qu'on se Ce que je vous propose, c'est que on a demandé à Dariush de parler en français. Il a refusé de s'exprimer en français. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire en persan quelques mots, mais on va faire, je dirais, une traduction approximative. On ne va pas traduire mot à mot. C'est un grand traducteur, donc on aura l'occasion de parler un peu de Dariush, de ses travaux, de ses traductions, et ce qu'il a essayé de faire depuis une 50aine d'années pour nous faire familiariser avec la pensée occidentale, avec les philosophes occidentaux et plus particulièrement des grands de Nietzsche, mais aussi quelqu'un comme Machiavel, comme More. Donc on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est d'écouter le discours, le texte, l'intervention de Dariush. On va donner une traduction et après on pourra échanger, discuter autour de quelques thématiques. Donc je propose qu'on ne parle qu'en français, donc du coup à part l'intervention de Dariush. Reza, si tu veux dire un ou deux mots avant que Dariush commence à parler. J'aurais souhaité que Farhad vienne aussi avec nous, peut-être qu'il viendra tout à l'heure. Donc dans le livre, c'est Farhad qui a préfacé, Farhad Khosrow-Raval, mon ami, mon directeur de recherche il y a quelques années, et avec qui je travaille aussi depuis une dizaine d'années sur des thématiques qui touchent l'Iran et plus particulièrement le champ intellectuel. Et puis voilà, donc on aura peut-être, il acceptera de venir dire deux, trois mots. Donc Dariush, mais ce que je propose, c'est qu'il lise ou qu'il parle, et par paragraphe on va traduire, parce que ça va être extrêmement difficile de le laisser parler pendant longtemps, d'autant plus que son texte n'est pas très facile pour traduire. Moi je ne suis pas traducteur, il y a Reza qui est dans la salle, qui pourrait faire une traduction beaucoup plus fidèle que moi. Il est beaucoup plus doué pour la traduction, mais voilà, comme voilà, la séance voulait de telle sorte que je sois là et que je traduis, mais je ne suis pas un traducteur professionnel. Mais c'est pour ça que je disais, je proposerai une traduction plus ou moins approximative, mais que j'essaierai de rendre quand même l'accès à l'esprit de son texte. Mesdames et messieurs, en première, je m'excuse de parler en persan.
mon français n'est pas suffisamment bon pour me permettre de m'exprimer clairement dans cette réunion. Donc, je vais parler en personne pour quelques minutes et mon ami Mohsen va traduire pour moi. خانم‌ها و آقایان، دوستان من آقایان محسن متقی و رضا رکویی، دانش آموختگان کشور فرانسه در جامعه شناسی و فلسفه، با آشنایی که با نوشته های من در زبان فارسی داشته‌اند و آگاهیشان از حضور من در فضای روشنفکری ایرانی در نیم قرن اخیر به خواست خود لازم دیدند که با ترجمه برخی مقاله های من و نوشتن مقدمه‌ای گسترده بر آن مرا به عنوان یک روشنفکر و نویسنده ایرانی، البته با عنوان هترودوکس، به جامعه اهل علوم انسانی در زبان فرانسه بشناسانند. دوست ارجمند دیگرم دکتر فرهاد خسروخاور هم با لطفی که به من دارد و با باریکبینی همیشگی خود در پیشگفتار کتاب شرحی فشرده اما دقیق از راستای رهگذار فکری من داده است. من خود هیچ انتظار پدید آمدن چنین کتابی را درباره خود، آن هم به زبان فرانسه، نداشتم. اگرچه در گفته ها و نوشته هایی که به زبان های اروپایی درباره ایران معاصر منتشر می شود و در آنها به نقش روشنفکران ایران در دوران پیش و پس از انقلاب می پردازند، از من و نوشته های من نیز معمولا نام برده می شود. کاری هم که این دوستان درباره من انجام داده و انجام رسانده‌اند در حقیقت بخشی از پروژه‌ای است که ایشان در جایگاه جامعه شناس و فیلسوف سالهاست که درباره پدیده روشنفکری ایرانی و نقش تاریخی و اجتماعی آن دنبال می‌کنند. فرهاد خسروخاور و محسن متقی به تنهایی و نیز با هم در این زمینه به فرانسه و فارسی پژوهش‌هایی منتشر کرده‌اند. رضا رکویی هم تاکنون کتاب لیغان اوتخومان را منتشر کرده است که پژوهش جامع و پرمایه‌ای است درباره چگونگی پیدایش و اشاعه فلسفه مدرن در ایران و نمایندگان اصلی آن در میان مترجمان و نویسندگان. Mesdames et messieurs, mes deux amis Mohsen Mottagui, sociologue de formation, et Reza Rokouyi, philosophe, ont jugé nécessaire de procéder à la traduction de quelques-uns de mes textes avec une longue présentation de mon parcours intellectuel. و اما گذشته از پروژه های این دوستان به زبان فرانسه، مطالعه درباره روشنفکری ایرانی به عنوان پدیده‌ای در تاریخ مدرن یک کشور جهان سومی از چند دهه پیش به صورت پروژه های پژوهشی و تزهای دانشگاهی معمولاً به دست دانشجویان و استادان ایرانی و نیز غیر ایرانی در رشته‌های علوم اجتماعی به ویژه در دانشگاه‌های امریکایی فراوان انجام شده است. علت این کنجکاوی فراگیر نیز البته پیدایش پدیده شگفت انقلاب اسلامی و برپایی ساختار سیاسی تازه‌ای به نام دولت اسلامی در متن جهان امروز است. زیرا که هیچ کس به صورتی که دیده‌ایم انتظار ظهور آن را نداشته است. کار بررسی ویژگی‌ها و نقش اجتماعی و تاریخی روشنفکران بیش از همه درباره کشورهای انجام می‌شود که در آنها در متن دنیای مدرن انقلاب‌های بزرگ رخ داده است. از این بابت به گمانم روسیه، چین و ایران از همه جالبتر و مهمترند و اما آنچه مایه اصلی این کنجکاوی است نقش تاریخی بازتاب ایده‌های سیاسی مدرن در این جامعه هاست. و اما ایران در این میانه مورد یگانه است، زیرا بیرون از خط اصلی انقلاب‌های مدرن با خواسته‌های سکولار و اومانیستیشان بر بنیاد باور و پیشرفت تاریخی پروگرسیسم هیستوریک در پایان قرن بیستم با بوق و کرنای رسانه‌های جمعی انقلابی در آن رخ داده که رویای بازگشت به قرون وسطی را در سر می‌پرورانده است. و نکته شگفت‌انگیز دیگر این که در سرنگونی رژیم شاه که در بنیاد سکولار بود، ملایان دشمن رژیم شاه که از دید روشنفکران مدرن ارتجاعی شناخته می‌شدند و جریان‌های سیاسی مدرن و ضد آن رژیم از چپ مارکسیست لنینیست مائویست تا
در پیدایش این ائتلاف به عنوان حلقه رابط میباید جریانی را نیز در نظر داشت که عنوان روشنفکری دینی به خود گرفته است. در دوران پیش از انقلاب در میان نویسندگان چهره‌های پرنفوذی پیشاهنگان این جریان بودند که نامدارترینشان جلال آل احمد و علی شریعتی اند. باری آنچه فضاهای دانشگاهی، سیاسی و ژورنالیستی دنیای غربی را نسبت به ایران کنجکاو کرده، این پدیده شگفت در جهان امروز است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دشمن اصلی جهان سرمایه‌داری، با در پیش گرفتن جهاد به نام دین اسلام پرچم ستیز با جهان سکولار مدرن را بلند کرده است. بنابراین نگرش به جهان اسلام، به ویژه ایران، و خطرهایی که از آن سو صلح و امنیت را در جهان تهدید می‌کند، در مرکز توجه جهان غربی قرار گرفته است. توجهی که امروزه در جهان غربی به جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی در خاورمیانه به ویژه ایران می‌شود، نیز حاصل آن نگرانی دائمی است. Un autre phénomène qui attire les milieux académiques et universitaires, c'est aussi la naissance et l'émergence de ce qu'on pourrait appeler le djihadisme, qui, au nom de l'islam, se présente comme le champion de la lutte contre les régimes séculiers. Cette inquiétude pousse les chercheurs à comprendre les raisons qui ont produit ce phénomène de djihadisme, qui se présente à son tour comme un danger pour la paix et la sécurité des pays du Moyen-Orient. Le phénomène de djihadisme qui est au centre de préoccupation des chercheurs et aussi pousser ces chercheurs pour pouvoir faire attention à l'Iran, dans la mesure où l'Iran se présente aussi sur une autre version, une représentation de l'islam dans ses versions politiques. باری آنچه روشنفکری ایرانی نامیده می شود از مقوله همان پدیده است که در قرن 19 در روسیه اینتلیگنسیا نامیده شد. در فرانسه باید انتلیجنسیا. و اکنون عنوانی جهانی برای پدیده‌های جمعی روشنفکری در کشورهای غیر غربی شده است. اینتلیگنسیا یا انتلیجنسیا اگرچه از نظر مفهوم با انتلکتوئل و انتلکتوالیسم خویشاوندی ریشه‌ای دارد، اما از نظر نقش اجتماعی و تاریخی به ویژه نقش انقلابی در جامعه‌های پیشامدرن از جمله روسیه و ایران و چین در مرحله نخست زاده برخورد جامعه‌های شرقی با ایدئولوژی و ایده‌های لیبرال دوران روشنگری در فرانسه و فرزند آن انقلاب فرانسه اند و در مرحله دوم زاده مارکسیسم لنینیسم روسی و انقلاب بولشویکی در آن سرزمین. بنابراین آنچه به نام ایده‌های مدرن و جهانبینی مدرن به دیگر گوشه و کنار جهان رسید، از جمله به ایران، کمابیش همگی در قالب ایدئولوژی‌های سیاسی مدرن بوده است، از لیبرالیسم تا سوسیالیسم و کمونیسم و ناسیونالیسم و فاشیسم، و نیز ترکیبی از آنها با ایده‌ها و آرمان‌های بومی و دینی مانند آنچه در ایران دیده‌ایم، و روشنفکران حامل این ایده‌ها به درون جامعه‌های خود بودند. Je souhaite ici faire une digression et dire quelques mots sur ce que j'entends par la notion intellectuelle iranienne. C'est ce qu'on appelle intellectuel iranien doit être compris dans le sens de la notion d'intelligentsia russe. Cette notion qui a des affinités avec le concept intellectuel se sépare néanmoins sur plusieurs points. Premièrement, la naissance de l'intelligentsia correspond à la connaissance et la confrontation de la société russe, chinoise et iranienne avec les idéologies libérales de type occidental et particulièrement les idées de la révolution russe. Deuxièmement, l'intelligentsia est le fruit du marxisme léniniste russe et la révolution bolchevique. Les intellectuels iraniens étaient le porteur de toutes ces idées modernes et les idéologies qui les sous-tendent allant de libéralisme et de la révolution française au marxisme, léninisme et de la révolution russe. ولی در جوار این جریان‌ها کسانی هم بودند که روشنفکر شناخته شده‌اند، اما چهره‌های شناخته شده‌ای از نوع ایدئولوژهای ناسیونالیست یا کمونیست یا روشنفکران دینی نبودند و می‌توان آنها را در رده آزاداندیشان نهاد
که ذهنیتشان به فضای آزاداندیشی علمی و فلسفی مدرن نزدیکتر است. مرا هم با مجموعه کارهای علمی و ادبی و فرهنگی هم میتوان در این رده نهاد. از نظر دوستان مؤلف این کتاب، آنچه شناساندن مرا به زبان فرانسه کاری معنادار کرده و بر سر آن زحمت کشیده‌اند، در همان عنوانی خلاصه می شود که بر روی جلد کتاب آورده‌اند: ان انتلکتوئل هترودوکس ایرانین. از نظر من هم این عنوانی است گویا برای آنچه به عنوان روشنفکر و نویسنده در قلمرو زبان فارسی کرده‌ام. مراد ایشان از این عنوان، چنان که در مقدمه خود شرح داده‌اند، آن است که من در سیر دراز فکری و قلمی خود همیشه از مسیری نرفتم که دیگر روشنفکران هم روزگارم رفتند و اگرچه از زندگانی سیاسی نسل خود هم جدا نبودم، توجه من به مسائل زبان و فرهنگ راه فردی دیگری را در پیش پای من گذاشته است که شاید دستاوردهای ویژه‌ای هم برای زبان و فرهنگ و اندیشه اجتماعی و فلسفی ایران داشته است. من همین برداشت را میپذیرم، ولی شرحی درباره هترودوکسی خود را هم به ایشان وامیگذارم که در زبان فرانسه هم گشاده زبانند. À côté des intellectuels marxistes, et communistes et religieux, je voudrais aussi ici parler d'un autre type d'intellectuels qui n'entre pas dans ces deux catégories. C'est ce que j'appelle les intellectuels libres penseurs. Ce que j'appelle libres penseurs, ce sont des intellectuels qui avaient une ouverture d'esprit, qui souhaitaient intégrer les acquis de la modernité, les acquis de la science moderne et de la philosophie. Tout ce que j'ai fait depuis quelques années, on pourra aussi me considérer dans cette catégorie, c'est-à-dire à la marge de ces deux autres catégories dont j'ai parlé. C'est la raison pour laquelle moi je suis considéré, d'après ces deux amis, comme un intellectuel hétérodoxe. Ça veut dire c'est un intellectuel qui ne se considère pas dans le camp de ce qu'on a appelé le marxisme, le léninisme et le communisme, et de l'autre côté dans ce qu'on pourrait appeler l'islam, l'islam politique, l'islamisme et toutes les catégories qui en sortent. Je considère qu'un tel qualificatif, le fait de me considérer comme un intellectuel hétérodoxe, c'est quelque chose qui me parle. Je me considère souvent en marge des grandes tendances intellectuelles de mon époque, même si ma présence est très active dans les débats intellectuels qui ont mobilisé les milieux académiques et non académiques en Iran, à la fois avant la Révolution et après la Révolution. Donc de notre part, on aura peut-être l'occasion de parler la raison pour laquelle nous avons considéré Dariush Ashuri comme un intellectuel hétérodoxe. C'est un terme qu'on avait emprunté à Michael Levy, donc j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. در پایان میخواهم به شوخی نکته هم در کار بیاورم. ما در فارسی اصطلاحی داریم، خروس بی‌محل. مقصود خروسی است که در وقتی نمیخواند که همه خروس ها میخوانند. معمولا خروس ها در سربا میخوانند و به اصطلاح بی وقت میخوانند، مثل همان که شاعر بزرگ ما سعدی گفته است: امشب مگر به وقت نمیخواند این خروس. من این اصطلاح عامیانه فارسی را هم برای ترجمه هترودوکسی در مورد خود مناسب میدانم. خروس بی‌محل اگرچه به وقت به همراه خروس‌های دیگر نمیخواند و به تنهایی برای خود آواز سر میدهد، ولی شاید وقتی هم برسد که آواز سولوی او هم شنیدنی باشد و گویا این وقت در جامعه روشنفکری ایرانی و شاید بیرون از ایران و زبان فارسی نیز برای من رسیده باشد که سبب شده است این دوستان وقت زیادی را صرف ترجمه و دادن گزارشی از سرگذشت قلمی و فکری من کنند. در حال از ایشان و از شما حاضران و دوستان که لطف کردید و به این مجلس آمده اید سپاسگزاری میکنم. Le dernier paragraphe, je pense qu'on ne va pas pouvoir traduire. J'ai demandé à Farad comment on pourrait traduire Khoulouse Bimahal. Allez-y, Reza qui est là. Le coq inopportun. Je considère que c'est une voix qui était voix avec un IE, mais on pourra dire aussi avec un X, donc dans les deux sens du terme. À la fois, il était en marge des grandes tendances intellectuelles en Iran, il était aussi la voix
de ceux qui ne trouvaient pas quand même une place facilement dans les débats intellectuels. Donc on aura l'occasion de dire, au moment où il a commencé à critiquer le livre de l'occidentalite de Alaa Ahmad, c'était pas quand même un discours qui était accepté par les milieux intellectuels en Iran. Donc ça, c'est une autre, voilà, c'est une autre affaire. Il s'agit d'un rapprochement à Nietzsche, donc inattendu, donc un intellectuel inattendu, un penseur qui n'est pas forcément bienvenu dans le milieu actuel, que ce soit en Iran ou ailleurs, dans le monde entièrement. Ouais. Donc voilà, c'est quelqu'un d'intempestif, qui fait révolter des choses, qui fait évoluer des choses. Voilà. Donc nous, on remercie tout d'abord Dariush parce que ses écrits, c'est sa pensée qui nous a engagés dans une telle entreprise. Donc je considérais qu'il fallait rendre hommage. C'était une façon pour nous de rendre hommage à Rauchouli parce que moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses dans la lecture de dossiers qu'il a fait, à la fois ses connaissances de la langue, ses connaissances de la poésie, ses connaissances de la tradition mystique. Chacun de nous, on a un intérêt particulier pour pouvoir lire, penser à l'intérieur de la pensée de Dariush Rauchouli. Moi, je suis plus intéressé sur les sciences sociales et Reza, c'est plutôt sur la traduction. Donc, il nous a rendu un grand service aux intellectuels, aux chercheurs, aux étudiants, aux Iraniens. Nous, à notre façon, on a voulu rendre hommage à Dariush qui nous a appris beaucoup de choses et qui continue à nous apprendre. Et j'espère qu'il aura une longue vie pour pouvoir continuer à mener ce combat académique qui quand même nous engage sur des voies qui pourraient nous ouvrir vers une modernité que j'appellerais plurielle, qui n'est pas une modernité rétrécie. Voilà. Mais moi j'ai eu toujours cette idée qu'il faut rendre un petit peu mondial, non seulement Henri Rauchouli ici présent, mais des penseurs iraniens, des mines d'or, je dirais. Ici présent même, Henri Khosrow Khavar est parmi l'une des mines d'or de pensée à découvrir et à exploiter, à explorer. Et donc c'est dans cette perspective, dans ce contexte qu'il faut voir Rauchouli, sa pensée et des gens comme lui, iraniens en particulier, qui ont une affinité avec la pensée même. Donc, et donc le problème, c'est pas dans la pensée, parce qu'il y a, peut-être qu'on va en parler, la traduction comme mode de pensée, mais c'est de contourner la traduction et arriver à le penser même. Donc, ça, je pense que Rauchouli ici représente cette perspective et il incarne le pensée. Voilà. Le pensée est cohérent. On n'a pas décidé sur la manière dont la réunion va se dérouler. Ce que je propose, est-ce que c'est intéressant qu'on dise 2-3 mots un peu pourquoi on a écrit, donc j'ai déjà dit quelques mots. On se demandait souvent que les Iraniens connaissent plus facilement Derrida, Lefort, j'en sais quels, tous les penseurs modernes et post-modernes et Foucault. Et souvent on dit qu'il faut faire connaître l'originalité de la pensée iranienne, mais c'est une façon aussi de dire, quand on dit on a quelque chose à dire, c'est aussi il faut le dire. Donc après on a fait quelque chose qui a beaucoup d'imperfections, il faudrait travailler, retravailler. Certes, il y a beaucoup d'auteurs qui méritent d'être traduits, d'être présentés. Nous, on a commencé ce travail grâce à Toryati, à qui je rends hommage, qui dirige la collection L'Iran en transition, qui nous aide quand même à pouvoir publier des livres sur l'Iran qui ne trouvent pas facilement d'éditeurs pour rendre public. Donc je ne sais pas si on faut se débattre. Parce que j'ai pas grand chose à dire par rapport au livre, parce que le livre se présente en 2 parties. Donc je souhaite que vous allez acheter pour pouvoir lire. Donc c'est pas notre objectif de donner le détail de ce livre, mais le livre se présente en 2 parties. La première partie, c'est la trajectoire intellectuelle de Dariush Rauchouli. On essaye de pouvoir contextualiser un peu sa pensée, à la fois son lien avec les discours dominants de son époque, et plus particulièrement, d'après nous, c'est de montrer l'originalité d'une pensée, comme je dirais tout à l'heure, qui est en marge
des tendances dominantes et intellectuelles en Iran. Et dans la deuxième partie, on a sélectionné un certain nombre de textes d'Ashuri. On aurait pu faire d'autres, mais c'est Reza qui a beaucoup insisté sur quelques-uns de ces textes. On vous a proposé la traduction d'une dizaine de ces huit de ces textes, qui sont des textes à la fois contextuels, mais aussi d'autres textes sur la poésie, sur Hafez, parce qu'on a traduit l'énigme de Hafez, parce que c'était difficile de pouvoir présenter le contenu de livres de Dariush sur Irfan Erendi chez Hafez. On a traduit son texte qui s'appelle l'énigme de Hafez, dans lequel il essaye de montrer pourquoi les Iraniens s'attachent autant au poème de Hafez. Qu'est-ce qu'il dit Hafez qui peut nous parler aujourd'hui après plusieurs siècles et qui nous sépare. D'autres textes plus contextuels, comme le texte de la crise, la théorie de l'occidentalite et la crise de la pensée en Iran, dans lequel c'est un texte qui a été écrit juste à la sortie du livre de Al-Ahmad, dans lequel Dariush, avec beaucoup de lucidité, essaye de montrer les impasses dans lesquelles la pensée de Al-Ahmad se trouve. Voilà, donc on a choisi à la fois les textes contextuels, qu'on avait besoin de comprendre le contexte dans lequel le texte a été produit, mais aussi d'autres textes qui n'ont pas en lien direct avec le contexte, comme le dernier qui est sur la poésie. Donc on aurait pu choisir d'autres. Moi, voilà, donc j'aurais bien voulu aussi. Il a écrit un texte intitulé Introduction à l'idée de tiers-monde, Jean Sebon, qui est un très bon texte qui a été écrit dans les années 80, dans les années 60 en Iran, dans lequel Dariush passe en critique la pensée du marxisme, la fascination des intellectuels iraniens du stalinisme. Donc voilà, moi je ne suis pas de ces tendances, parce que c'est la raison pour laquelle j'étais très intéressé. Aussi, je viens d'un autre milieu, d'une autre idée. Voilà. Donc on a essayé de le faire. On peut faire en persan et en français. Si quelqu'un veut poser les questions en persan, on traduit en français. Voilà, c'est ça. Non, voilà. Non, désolé, oui. Il ne s'agit pas de poser une question, mais il s'agit aussi de discuter, d'échanger, de faire des remarques, d'intervenir par rapport à des sujets qui pourraient vous intéresser, ou des sujets qui ne sont pas en lien direct avec ce qu'on vient de dire, mais que vous avez des questions aussi à poser à Dariush. C'est Dariush qui est au centre de notre travail. Alors, je vais bien poser une question en français et j'écouterai avec plaisir la réponse en persan. Et vous traduirez vous-même le texte en français. Reza Afshandi, qui a publié plusieurs livres, qui est un grand connaisseur surtout de la poésie moderne. J'ai lu son livre sur la poésie moderne, et surtout qu'il a consacré un livre aussi qui est excellent. J'invite tout le monde à lire si vous n'avez pas encore acheté. C'est sur Corvée en Hangar. Le mythe de Corvée en Hangar, c'est un excellent livre qui nous montre à la fois les différents aspects de ce mythe. La poésie, c'est ma partie. Est-ce que je peux interroger M. Chouli sur la poésie, justement sur Hafez? Vous avez toute la liberté de poser les questions qui vous intéressent. D'accord, donc je vais essayer de parler plus fort. Alors ma question concerne Hafez, justement. Et vous avez dit tout à l'heure que donc Hafez, la vertu, la particularité de sa poésie, c'est que les Iraniens l'acceptaient, s'il faisait l'unanimité. Alors, je pense que les Iraniens sont tous d'accord avec Hafez, mais quand il s'agit de l'interpréter, ils sont tous les uns contre les autres, et personne n'est d'accord. Et parce que Hafez, je suppose que c'est un langage multiple, c'est-à-dire que c'est un langage qui peut être interprété de différentes façons. Ça, c'est la particularité, me semble, du langage de Hafez. Nous avons une poésie qui est polysémique. Les mots ont des sens divers et multiples, ça c'est un phénomène qui existe depuis longtemps. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que la société iranienne va une tendance vers laquelle où on peut s'exprimer de plus en plus directement? Et est-ce que la société va dans le sens d'une acceptation de l'expression directe des intellectuels?
je traduis ou je laisse les traduire. میگه همه ایرانیان در اینکه حافظ شاعر بخش من اگر چیزی بود شما نکته اضافه کنید. همه ایران در اینکه حافظ شاعر بزرگی است توافق دارن، ولی وقتی که میخوام بگن حافظ چی گفته یه آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها دیگه صحبت کردم. همین که میگن حافظ چی گفته دیگه زمینه تفسیر حافظ باز میشه. میگه یکی از دلایلی که زمینه تفسیر حافظ اینقدر گستردگی داره چند معنایی بودن کلماتیه که در درون اشعار حافظ وجود داره. آیا امروز اگر امروز که نگاه میکنیم آیا میتونیم بدون واسطه و به صورت مستقیم روشنفکران میتونن صحبت کنن بدون میانجی شعر یا اشعار حافظ؟ که کلمه چند پهلو باشه. آیا اون جامعه قبول میکنه؟ آیا جامعه توانایی داره که اصطلاح بیان مستقیم انتلیکتوال رو یواش یواش قبول بکنه؟ قسمت اول که درست بود چیزی. بله عالی. خدا آقا رضا خودش این بحث راجع به حافظ همراه با کل تحولات اجتماعی سیاسی ایران در این یک قرن اخیر کمی بیشتر هم بالا پایین رفته دیگه، بر حسب اینکه حالا کدوم فرماسیون‌های ایدئولوژیک آمدن کدوم حاکم شدن در چه هر دوره‌ای و اینترپرتاسیون حافظ برای در افق اونها صورت گرفته. مثلا اوایل که از همین ایده های مثلا از انقلاب فرانسه اندیویدوالیسم مدرن و این حرفا بود و خب حافظ به عنوان یه چهره مستقلی که برای خودش به حال هر جور دلش می‌خواسته فکر کرده و گفته و این حرفا، مثلا نوع تفسیری که فرض کنید که قاسم غنی کرده از حافظ و بعد مثلا دورانی که ایدئولوژی حاکم میشه با حزب توده و مارکسیسم لنینیسم و اون نوع سوسیولوژیسم و اینکه حافظ رو تو کنتکست حتی نبرد طبقاتی ببینن مثلا و همینطور از افقهای مختلف هر کسی بر حسب مزاج. و بعد اینکه یکی از تاندانس‌های خیلی مهم در مورد حافظ این است که معاصر کردن او، حالا اینکه حالا به انگلیسی میگن پرزنتیزم، نمیدونم به فرانسه چی میگن، پرزنتیزم میگن، یعنی مثلا او رو با مفهوم‌های زمان خودت بخوای بفهمی و بعد بخوای به عنوان متحد خودت بیاری در جبهه خودت. مثلا اینکه حافظ خب راجع به شیخ و زاهد و این حرفو بعد گفته، پس ضد دشمن آخوند و فلان و بهمان و پس نظراتش مثل ما بوده و مثل ما هم در مبارزه طبقاتی یا در مبارزه سیاسی شرکت داشته. کاری که من کردم این که ببریم در واقع با یه نگاه تازه‌ای با از در انترتکستوالیته و اینکه این متن حافظ با ارتباط داره با متن‌های همزمان خودش و پیش از خودش. وقتی این رو به عنوان اصل بپذیریم اون وقت خب ببینیم کدوم متن‌ها جواب میدن. من رفتم و خب دو تا متن اصلی تو این به اصطلاح هرمنوتیک صوفیانه یا تعویل صوفیانه از قرآن و داستان آفرینش قرآن رو من مطابقت کردم، دیدم که بسیار جواب میده. یعنی اساساً اون چیزی که مفاهیم محوری زبان حافظ، مثلا فرض کنید که زهد مقابل رندی، البته اینا همشون در ادبیات قبل از حافظ ریشه دارن، همشون زمینه دارن، ولی در این حال یه جوری برجسته شدن توی متن این و بعد با حافظ هم تو خیلی برجسته ترین چهره شده. این مفاهیم هم فقط تو شعر حافظ دیده میشن، در حالی که اینها خیلی سابقه دارن تو ادبیات صوفیانه از 3-4 قرن قبل از حافظ و ریشه‌شون هم توی اول تو تصوف خراسانی است، ولی آمده در شیراز به نظر من با سعدی اینها یه رنگ تازه‌ای پیدا کردن که حافظ ادامه اونه و حتی من از مکتب شیراز در مقابل مکتب خراسان هم اسم بردم توی کتاب خودم. به هر حال اینکه حافظ رو کنتکستوالیزش بکنیم و ببریم بذاریم سر جای تاریخی خودش و ببینیم با منطق روزگار خودش چه معناهایی میده، این کار خیلی سابقه داری نیست و این کاری است که من با این کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ کردم و خب طبیعتاً در آغاز هم با مقاومت خیلی شدید، حتی واکنش‌های خیلی تند
و حتی واکنش‌های اهانت‌آمیز روبرو شد. اما خب این کارها صبر میخواد دیگه. ولی خب وقتی بگذاری 10 سال 20 سال بگذره و 30 سال بگذره، یواش یواش یه چیزایی که خب یه معناهای تازه‌ای دارن، اسطوره‌های تازه‌ای نگاه کرده میشن، خب جای خودشون تو نسل‌های جوان‌تر باز میکنن، چون نسل‌های هم سن و سال من و اینا که خب رقیبن با هم دیگه و بعد همشون هم میدونن، میفهمن حافظ چیه. و اینکه حالا تو چی، تو اومدی میگی که ما تا حالا نفهمیدیم، حقیقت چیز دیگری است، خب بعد بیان پوست منو بخوام بکنن و بعضیشون هم این کارو ظاهرا کردن. ولی خب کاری که من کردم اینه که کنتکستوالیزش کنیم، حافظ رو توی سر جای خودش بذاریم و از طریق اون منطقش رو بفهمیم، از طریق رابطه انترتکستوال دیوان حافظ با آثار همزمان و قبل از خودش و بعد هم با یه نوع نگاه هرمنوتیک به این متن. Peut-être qu'on va dire juste un mot pour, en français peut-être pour les personnes. La question qui se pose, c'est l'intérêt que les Iraniens portent, comme on disait tout à l'heure, l'intérêt que les Iraniens portent au poème de Hafez. On a demandé à Rochuli, la question principale consistait, est-ce que les intellectuels iraniens peuvent parler sans médiation des poèmes et de façon directe avec leur interlocuteur? Mais Dariush a essayé de mettre en valeur la manière dont il conçoit une étude de la poésie de Hafez. Donc il s'agit, selon lui, il s'agit à la fois de comprendre les poèmes de Hafez en tant que tels, mais aussi le contexte dans lequel les poèmes ont été produits. Mais ça aussi, ça ne suffit pas. Il faudrait mettre en lien les poèmes de Hafez avec des autres textes de son époque. C'est à partir de là qu'il a choisi 2 textes de la tradition mystique islamique. Donc il a essayé de montrer une question comme la question de la création qui prend une place importante dans les poèmes de Hafez. On ne peut pas comprendre la question de la création telle qu'il a été élaboré, pensé, je ne dirais pas conceptualisé parce que c'est difficile de parler de concept dans les poèmes, sans comprendre à la fois ses racines dans l'islam, dans le Coran, mais aussi avec les autres textes de la tradition mystique. Donc lui, il appelle une sorte d'herméneutique de Hafez. C'est vrai que ce concept est très utilisé depuis une trentaine d'années en Iran, mais l'herméneutique, c'est une façon, comment peut-on interpréter les poèmes de Hafez à la lumière à la fois des sciences modernes, mais aussi comprendre la période. C'est pour ça qu'il se distingue des littéraires qui se contentent d'une analyse littérale littéraire et littérale des poèmes de Hafez, d'une conception purement sociologique qu'on pourrait appeler sociologiste, c'est-à-dire réduire les poèmes de Hafez au contexte dans lequel ces poèmes ont traduit. Donc c'est une sorte d'herméneutique qui essaie un peu de quitter le monde dans lequel on est actuellement, d'aller aux racines de la compréhension de ces poèmes et de proposer une interprétation. Encore une fois, pour répondre, c'est une interprétation parmi d'autres, ce n'est pas la seule interprétation, c'est la raison pour laquelle il y a aussi quand même des contestations de son interprétation. Il y a quelques textes qui ont été écrits qui remet en cause la manière dont Rochuli essaye de comprendre la poésie. J'ai bien compris la raison pour laquelle vous avez intitulé le titre de votre livre un intellectuel hétérodoxe. Tout en acceptant ce terme, ça me pose quand même, je me demande si en quoi nous avions des intellectuels pour que M. Rochuli soit l'intellectuel hétérodoxe. Parce que quand vous parlez des penseurs islamisants d'un côté et marxistes de l'autre, comme M. Rochuli l'a bien dit, c'était version tiers-mondiste, c'est-à-dire une traduction de ses pensées sans tenir compte d'une méthode, méthodologie scientifique pour comprendre la société et éventuellement produire de la pensée. C'est ça, intellectuel, c'est produire de la pensée.
Lui, il a produit de la pensée. Mais les autres que vous considérez comme orthodoxes, j'aimerais bien connaître la pensée de ces gens-là pour mériter le nom d'intellectuels. Voilà. Ça s'adresse à nous, donc on va essayer de justifier pourquoi on a... حالا من اجازه دنباله اون صحبتی که توی توضیح بیشتری بدم اینکه من چرا به حافظ پرداختم و لابد خبر دارید که یه بخش عمده از کار من، کار انتلکتوال من و علمی من پرداختن به مسئله زبان فارسی بود و اینکه این زبان خب گرفتاریش کجاست. حالا اینا که داستانش طولانی اگه بخوام بگم که از مثلا سن 20-21 سالگی که من آشنا شدم با مثلا کار فرهنگ نویسی، تعارف نویسی و غیره و ترجمه و غیره، این مسئله زبان شد دغدغه اصلی، یکی از دغدغه‌های اصلی من. و من خب کار کردم، چون 50 سال کار کردم، از جمله این کتاب این فرهنگ علوم انسانی که من تألیف کردم حاصل این ادیسیون سومشه. حاصل این دغدغه من به زبان با اینکه ما تا این زبان ما نتونه مدرنیزه بشه و نتونه خودشو منطبق، نتونه مفاهیم مدرن رو، کنسپت های مدرن رو بپذیره در درون خودش و بتونه زبانش باید بتونه باز بشه که بتونه حرف بزنه مثل حال این دنیای مدرن. ما همچنان که خب طبیعتا ذهن ما همچنان در قرون وسطای ما میمونه. به همین دلیل من خب گذشته از کاری که روی لغت و ساختن صدها لغت تازه، ترم تازه برای علوم انسانی در فارسی کردم و بعد رفته کشیده شدم به مطالعه این که خب این فرهنگی ها چیکار میکنن، این زبون های اینا چرا میتونن این کارو بکنن، چرا زبون ما که ما میخوایم با زبان طبیعی خودمون و زبان ادبی خودمون همون کاری رو بکنیم که اینا با زبان حالا به هر صورتی کردن ما نمیتونیم از عهده بر بیایم. خب من سالها رفتم مطالعه کردم و این مسئله اینکه خب این تو دنیای مدرن با زبان چه جوری مواجه شده و چه کار کرده وقتی که علم و تکنولوژی مدرن آمده، انقلاب علمی و انقلاب صنعتی به چه نوع تحول زبانی نیاز داشته و به چه نوع انقلاب زبانی نیاز داشته و اینا چه جوری این کارو کردن. و اینجا بود سرانجام من کتاب زبان باز رو هم نوشتم که توضیح این است که خب اینجا چه اتفاقی افتاده و ما با زبانمون مشکلمون چیه. این یه بعد کار من بوده در این مسئله رابطه ما با دنیای مدرن و مدرنیته. یه بعد دیگه‌ش هم همین که خب ما همین حافظ و فهم حافظ، من سالها خب من این هم ادبیات فارسی رو از بچگی میشناختم، خیلی خوبم میشناختم، حافظه خوبی هم داشتم، شعر فارسی همین شاعران این حرفا رو میشناختم و تاریخ تصوف و این حرفا رو هم خونده بودم، میدونستم ولی اون حافظ همیشه برای من معما بود که این چی میگه و بعدا خب هر چی که نوشته میشد میخوندم میدیدم به من جواب نمیده. من با خودم گفتم که آقا تو با این خواجه حافظ شیرازی رو نتونی با منطق مدرن بفهمی و نتونی سر جای خودش بذاری، تو نمیتونی بگی که من آدم مدرن فکر میتونم مثل آدم مدرن فکر بکنم. و این بود که یه بخش عمده یه وقت بعد کار من یه بعد عمدهش که خب سالهای سال طول کشید و تا اینکه ثمر داد رفت روی خواجه حافظ شیرازی. ولی این همه این ابعاد اینا به هم دیگه مربوطن و اینکه پروبلماتیک ما با عنوان جهان سوم، آدم جهان سوم، روشنفکر جهان سومی و بعد روشنفکر جهان سومی وقت من مشکلات روانی بودن. اینجاست که روسانتیمان و روسان میاد در میان. Pour nous, on n'a pas essentialisé le concept d'intellectuel. Pour nous, les intellectuels, ce ne sont pas des grands penseurs qui ont produit des grands pensées. On prend parce que Ashuli, dans sa présentation, a fait une distinction entre intellectuel à la française et intellectuel à la russe, en distinguant intellectuel et intelligentsia, même en prenant le concept d'intellectuel dans le sens français ou on prend le concept d'intellectuel dans le sens russe. Ce qu'on essaye de montrer, qu'il y avait des tendances intellectuelles de son époque. L'époque, on parle des années 60 jusqu'à 80 et des années 80 jusqu'à 2000. Pourquoi on l'a intitulé hétérodoxe? Parce qu'il y avait deux orthodoxies qui mobilisaient les milieux intellectuels. L'orthodoxie marxiste et l'orthodoxie islamiste. Avec toutes les variétés, avec toutes ces versions. Nous, on considère que face à ces deux orthodoxies qui ont mobilisé les intellectuels
les militants, les politiques dans les 2 décennies qui ont précédé la révolution iranienne, Ashuri, nous on le considère comme un hétérodoxe, c'est-à-dire il ne faisait pas partie de ces 2 orthodoxies. C'est pourquoi je dis qu'on a emprunté ce concept à Michael Levy, qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître. C'est un grand connaisseur de la tradition juive qui a consacré un certain nombre de livres sur les intellectuels juifs. L'un de ses livres, c'est les intellectuels juifs hétérodoxes. Justement, dans ce livre aussi, il essaye de montrer comment un certain nombre d'intellectuels juifs ne pouvaient pas s'inscrire ni dans l'orthodoxie juive, ni dans les pensées purement libérales. Voilà, dans ce contexte, voilà. Pour nous, c'est pas quelque chose de très positif. C'est une difficulté quand on parle d'intellectuel, comme on parle de modernité. Quand on parle de modernité, on a toujours une idée très idéaliste, très embellissante de modernité. C'est comme si la modernité ne peut être quelque chose de très positif. Donc c'est pourquoi moi je suis très attaché aux travaux de Parot Rosochavar, qui est l'un des premiers travaux sur la révolution iranienne, qui a montré que la révolution iranienne était moderne, intolérante, répressive. Donc on n'idéalise pas ni le concept de modernité, ni le concept d'intellectuel. Donc moi j'appelle souvent les intellectuels les bricoleurs. Donc c'est pas un concept très réjouissant pour les intellectuels, mais je prends le concept intellectuel bricoleur dans le même sens que Lévi-Strauss a essayé d'expliquer dans ses livres, dans le même sens que mon prof François Bricois a essayé d'expliquer. Voilà, c'est des personnes qui essayent de bricoler les idées, de proposer quelque chose sur le marché des idées avec toutes ces contradictions. Ashuri était à la fois traducteur, il était à la fois intellectuel, aussi dans ce sens, et quelqu'un qui a participé un peu à l'évolution de la langue persane. Pour moi, Aray Ashuri, Monsieur Ashuri représente, je répète, Madame Ashuri aussi dans la salle. Je n'ai pas eu l'honneur de la connaître malheureusement. Moi je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à Monsieur Ashuri. Il représente simplement, à mon sens, une tendance, un esprit en Iran. Il est là parce que moi je vois en lui Alaa Ahmad. Je vois en lui Shahrokh Meskouv, avec beaucoup d'autres Iraniens penseurs qui ont fait. Ça n'a pas été mondialisé, malheureusement, parce que c'est la faute, pour ainsi dire, des Iraniens nous-mêmes. Nous, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Donc, lui, pour moi, c'est l'image, l'incarnation de cet esprit, de ces gens-là. Moi, je pense qu'en Iran, il y a des gens qui pensent, j'ai de grandes estimes pour, je ne sais pas moi, Moulad Farhapour, même si je ne suis pas d'accord. Et oui, parce qu'on ne connaît pas, évidemment, parce qu'il n'a pas été traduit, n'a pas été diffusé. Il y a beaucoup d'Iraniens qui pensent, qui offrent à cette humanité des éléments philosophiques, je ne sais pas, sociologiques, poétiques, etc. Et là, tout c'est pratiquement tombé, sauf que ceux qui écrivaient directement en anglais ou en français ou d'autres langues internationales. Comprenons la situation, comprenons l'Iranien qui se sent nostalgique, en retard, en douleur de sa situation. Donc, moi je pensais que donner l'occasion à Monsieur Ashuri d'être lu, ou de parler aux autres civilisés, ce sera simplement l'occasion pour donner l'occasion de voir dans ces miroirs, comme je disais, Khalil Maleki, Zabih Mansour, il y avait des gens vraiment magnifiques dans ce pays. Je ne sais pas pourquoi on a oublié, il y en a. Bon, c'est simplement, naturellement, nous étions dans une situation un petit peu indigène, bien entendu, et donc ça n'a pas marché, et puis voilà. Avant de donner la parole à Ali, je ne sais pas si Farhad, il a eu l'aimabilité de préfacer notre livre. Je voudrais savoir s'il accepte de dire 2 mots, parce que peut-être tout le monde ne lira pas cette préface. Donc si tu acceptes de venir dire 2 mots, ou de là où tu es, tu peux en parler. Voilà. J'ai eu
un grand plaisir à faire ce travail de préfacier à partir de vraiment cette espèce de rude labeur faite par Jokui et Motari sur d'abord la traduction, ensuite l'introduction, une longue introduction sur les travaux d'Alyosha Ashuri. Je crois que la spécificité du travail d'Ashuri réside dans le fait qu'il échappe à une double polarisation. On a d'abord, à partir des années 1960, une partie des intellectuels iraniens qui vont vers l'extrémisme communiste, avec beaucoup de nuances, mais caractérisé quand même par un radicalisme négateur de ce qu'on pourrait appeler les tendances démocratiques. Et puis l'autre tendance, c'était les intellectuels allant dans le sens de l'islamisme radical. Vous savez, c'est la première révolution au nom de l'islam qui a réussi dans le monde, et vraisemblablement la dernière. Du moins, on peut l'espérer. Alors, Ashuri, pendant toute cette période, a eu la tête sur les épaules. Je veux dire, il n'a été ni du côté du marxisme radical, ni du côté de l'islamisme fondamentaliste. Et là, moi je crois que c'est une tendance très minoritaire, mais qui a existé, et dont l'un des modèles les plus importants est Khalil Maleki, dont il a été aussi l'un des membres de son groupe, je crois. Oui. Par conséquent, il intervient et essaie de remettre en cause ce qu'on pourrait appeler une double évidence. Évidence marxiste qui consiste à penser que finalement il faudra faire une révolution au nom du prolétariat, et l'évidence islamiste radicale qui consistait à penser qu'il fallait instaurer un pouvoir, un État au nom de l'islam qui réglerait tous les problèmes sociaux de la société iranienne. Alors, lui, il garde une attitude critique. Il y en a eu d'autres, évidemment, mais qui sont très minoritaires. Je veux dire, il y en a eu aussi Laimi, si mes souvenirs sont exacts, enfin d'autres, un certain nombre d'intellectuels qui ont été dans une situation extrêmement difficile et dont la plupart ont été obligés de partir de l'Iran, de choisir l'exil, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer librement dans le pays. Alors, lui, il intervient en ouvrant le champ intellectuel. Il s'appelle le coq inopportun, mais je crois que la solution, la traduction un peu plus littéraire serait à partir de Nietzsche, puisqu'il a fait un livre qui s'appelle Les considérations inactuelles. Unzeitgemäße Betrachtungen. Alors Nietzsche, bon, je crois que c'est l'intellectuel inopportun. C'est l'intellectuel inopportun, comme Nietzsche avait des pensées qu'il croyait être inopportunes, et donc il introduit un certain nombre d'idées qui vont dans le sens opposé à celui de ce qu'on pourrait appeler le sens commun, ou que Hegel appelait des Zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps. Et là, je crois que c'est ça son apport fondamental. Il ouvre un espace qui est quand même peu exploré en Iran. Avec Mohsen Motari et Saïd Peyvandi, nous avons fait un travail qu'on continue à faire sur ce que nous avons appelé, d'un commun accord, les intellectuels grandiloquents. Roshanfekran et Buland Parvaz. Et Ashuri échappe à cette catégorie, parce que les intellectuels grandiloquents sont ceux qui pensaient détenir la vérité, qui pensaient avoir une solution radicale aux maux dont souffrait et souffre la société iranienne, et par conséquent il avait un ton péremptoire, si vous voulez, survolant les problèmes, faisant acte d'un prophétisme qui malheureusement a montré ses limites, en même temps ses dimensions catastrophiques. Bref, lui, il a eu quand même cette posture modeste de penseur qui essayait d'ouvrir des voies concrètes, notamment par exemple au niveau du langage, au niveau de la compréhension du passé avec Hafez, et surtout au niveau de ce qui me paraît fondamental, à savoir une traduction créatrice de grands penseurs et des poètes. Shakespeare, sa traduction de Shakespeare est magnifique. Quand on lit, on sent très bien qu'il y a une part de lui-même, il a une maîtrise de la langue qui fait que dans la traduction, qui, ne disons pas, est aussi une trahison, toute traduction est une trahison. Alors, il le montre
montre fort bien ô combien c'est une manière d'aborder la langue, même dans sa traduction de Nietzsche, alors que sa connaissance de l'allemand peut poser des problèmes, mais sa traduction est créatrice. Et cette capacité d'insuffler une âme iranienne à la pensée allemande de Nietzsche me paraît être vraiment sa caractéristique majeure. Bref, il apporte une créativité, il apporte une vision de l'intelligence qui n'est pas du tout totalisante et totalisatrice, et il nous propose en quelque sorte d'avoir les pieds sur terre et d'essayer de nous ouvrir, notamment par la mutation du statut de la langue, à ce qu'on pourrait appeler une modernité par définition multiple. Je m'excuse, mais j'ai été trop bavard. Merci, Merci. قبل از حافظ در زمان خود حافظ و بعد از حافظ سه تا تقسیم که وقتی ما میخوایم با فهم مدرن حافظ رو درک کنیم بفهمیم با این زمان و شرایط تاریخی که کاملا متفاوت با زمان خود حافظ از زمان قبل از حافظ آیا ما حافظ رو خرید لباس میکنیم؟ یعنی وقتی که شما در مورد واژه ها صحبت کردیم، در مورد زبان صحبت کردیم، این واژه ها و زبان مخاطبین خاصی داشته از نظر تاریخی، از نظر زبانی، از نظر روابطی که حافظ داشته با بعد فهم مدرن آیا ما رو دچار مشکل نمی‌کنه در فهم چیز، در فهم حافظ، در فهم زمان خود حافظ؟ برای که سوالی چند تا سوال بشه چون بعدا نمی‌دونم. آقای رضا کسی حافظ و حالا یه اسم هم بذاریم که حافظ و حافظیسم که این دوتا رو باید از هم چیز اگه حافظ زنده بشه از قبل بیاد بیرون اینا چه تفسیرایی میشه در مورد شعراش چیز میشه اصلا از این رو میشه. C'est une toute petite parenthèse, je vais le refermer très vite. Et encore un petit détail de traduction, c'est juste une suggestion. Bolan Palvos, je voudrais suggérer un mot qui serait un terme qui pourrait coller, ça nous intéresse, très proche, qui serait de haute volée. De haute volée, de haute volée. C'est juste une suggestion, voilà. C'est toujours referme la parenthèse. Oui, parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'animer une réunion, donc je laisse chacun parler, donc je ne suis pas un spécialiste d'organiser des débats. Donc je propose, si dans la salle il y a un certain nombre de remarques, d'interventions, de questions, donc on le dit après, Ashuli répond, ou si les questions s'adressent à nous, on tentera d'apporter une réponse. Est-ce que dans votre livre, il y a l'interview avec M. Ashuli même? Non. Pourquoi? Parce qu'on a décidé comme ça. Vous parlez de quelqu'un vivant. Parce que c'était Quand vous parlez de quelqu'un vivant, il est là. Voilà, c'est très bien ce que vous avez. C'est la raison pour laquelle on a. Pourquoi il n'y a pas eu d'interview dans le livre? Oui, pourquoi il n'y a pas eu d'interview? Parce que on considère qu'on a lu ce qu'il avait écrit et qu'on a lu un certain nombre d'entretiens, d'interviews qui lui ont été consacrés. Nous, ce qu'on a essayé de faire, de proposer une trajectoire intellectuelle de Ashuli qui reprend en grande partie toutes ces questions. On n'avait pas, à notre sens, on n'allait pas reposer encore un certain nombre de questions et on aurait pu le faire, mais ce n'était pas notre Par choix. ailleurs, il y avait plusieurs interviews dans de différentes magazines. Non, par vous-même, l'écrivain. L'écrivain. Oui, Non, on n'a pas, c'était pas. D'autres. Après, on répondra après à la question d'Alice sur le haphésisme. Mais après, je vous propose de faire une interview avec comme ça lui donnera l'occasion. Non, c'était votre curiosité à travers de ce que vous écrivez pour voir sa réaction. C'est pour ça, mais oui, c'est votre goût. Hein. L'interview était en fait cachée. Si vous non, j'ai compris. C'est indirect. D'échanges. On a beaucoup échangé avec Dariush parce que voilà, c'est pas. Sûrement. Dans notre livre, on peut trouver facilement à la fois la trace de sa pensée, mais aussi la trace des échanges qu'on a eus
avec lui. Donc il a accepté quand même de nous accorder plusieurs entretiens, mais nous, on n'a pas traduit ces entretiens. Donc on voulait clarifier un certain nombre de concepts, un certain nombre de thèmes, mais aussi quelques aspects de sa vie, je dirais, personnelle, familiale. Donc voilà, c'est une sorte de biographie intellectuelle avec la traduction de quelques-uns de ces textes. Moi, voilà, je pense que c'était le premier pas, et j'espère qu'on aura l'occasion de présenter d'autres auteurs, ou que les autres se lanceront de présenter des auteurs iraniens qui méritent aussi d'être lus, compris par les milieux académiques, universitaires. En français, il y a très peu de choses. Moi, pour ma part, j'ai écrit pas mal de choses, mais ça n'a rien à voir sur une autre orthodoxie. J'ai écrit. On vous appelle pour un... Oui. Si personne n'a de questions, je peux me permettre de... Oui, s'il n'y a pas d'autres, et puis on va se donner après. Non, je ne sais pas. Parce que je reste un peu insatisfaite par rapport à votre réponse. Oui. Parce que moi, je n'ai pas parlé de problème de positif ou négatif. Je n'ai pas donné une qualificative positive ou négative et le mot intellectuel. En revanche, chaque mot a une signification. Ça n'a rien à voir avec le positif ou négatif. Ça a une signification. Et quand vous parlez de bricolage, ce ne sont que des bricoleurs. Je ne parle pas de M. Achouri. Oui, lui aussi, il en fait partie. Pas ton goût. Enfin, bon, il a quand même une pensée un peu... Oui, c'est pas dans le sens... Il y a une production de la pensée. Péjoratif. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un bricoleur a un autre nom. Et donc, ce serait bien qu'on appelle ça donc comme il faut. Parce qu'on a quand même, comme vous disiez vous-même, vous avez cité quelques noms, ces gens-là, ils sont quand même des intellectuels, parce qu'ils ont eu quand même une production de la pensée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'intellectuels. Mais lorsqu'on appelle les orthodoxes, les grandes catégories orthodoxes, ceux-là des intellectuels, et on est obligé de classer les vrais intellectuels comme hétérodoxes. Donc pour moi, c'est un peu un non-sens. Oui, vous voyez ce que je sais c'est un autre débat. Pour moi, c'est la question ne se pose pas pour moi en termes de vrai ou de faux, de vrais intellectuels, de faux intellectuels. Donc pour moi, c'est une catégorie sociologiquement construite. Donc c'est comme ça que je comprends la notion d'intellectuel. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit dès le départ, j'essentialise pas le concept et la notion d'intellectuel. Donc j'essaie de comprendre le contexte dans lequel les intellectuels ont produit quelque chose, et je ne le considère pas comme les grands penseurs. Et le mot bricoleur, c'était pas dans le sens de Roi Merlin, mais c'était dans le sens de Lévi-Strauss. Donc c'est pas la même chose. Peut-être on n'entend pas de la même manière le concept de bricoleur, parce que Lévi-Strauss, quand il essayait d'expliquer la pensée moderne et la pensée sauvage, ce qu'il appelait la pensée sauvage, c'est de montrer comment la pensée primitive essayait de comprendre le monde dans lequel il vivait. Donc voilà, il avait des moyens de bord. Ce que j'appelle les intellectuels bricoleurs, c'est des intellectuels qui essayent de comprendre le monde dans lequel ils vivent avec des moyens de bord. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de paradoxes, il y a beaucoup de choses. Ce ne sont pas des philosophes, ce ne sont pas des penseurs, quand je les qualifie comme intellectuels. Alors après... il y a d'autres choses. Après, c'est un débat qui est ouvert. On pourra consacrer, avec Farhad, on a écrit quand même quelques articles sur le concept d'intellectuel. Un des numéros de la revue Il en nommé, on a consacré essentiellement avec Saïd Pevandi et Farhad, justement sur le concept d'intellectuel, son évolution sémantique et puis son évolution historique. Quand vous parlez intellectuel islamiste, à qui vous pensez là? Comme une tendance en Iran. Une tendance avant la révolution. J'ai parlé des intellectuels islamiques. On ne connaît pas intellectuel islamiste en Iran. Islamique, peut-être, moi j'ai employé. Avant la révolution, c'est Motahari, c'est Khomeini. Pas Khomeini, Motahari, c'est un intellectuel pour moi, intellectuel vous islamique. parlez d'un agitateur comme Shariati. Après, je dis c'est Motahari, un prédicateur religieux. Et je vous ouvre le... C'est pas le lieu parce qu'on est en train de parler de Dariush Achouri. Je pense qu'on va rester sur la pensée de Dariush Achouri. Mais je vous propose... marxiste.
je sais Mais pas. Farah nous a expliqué aussi un peu. Je ne connais pas un intellectuel marxiste en Iran. Ouais, C'était membre de Parti Tudeh, c'était pas intellectuel. Parce que vous essentialisez, Ici, vous idéalisez l'intellectuel. Vous parlez Je par pense exemple que c'est, ici pour vous, ces de membre intellectuels, du c'est Parti quelqu'un, c'est socialiste, un grand intellectuel. penseur, c'est un grand penseur. Quelqu'un qui est membre du Parti socialiste ici, vous parlez Mais ça intellectuel. dépend s'il a une fonction d'intellectuel. Moi, je pense que le débat est ouvert. Je vous propose une autre fois de consacrer une soirée sur la notion d'intellectuel. Donc on va peut-être finir parce que vous répondrez en personne à Ali qui a posé une question. Donc s'il n'y a pas d'autres questions en lien avec le livre ou avec Ashuri sur... Ça aussi, c'est intéressant. Mais c'est intéressant, mais c'est pas... Tout est intéressant, mais je n'ai pas dit que c'est pas intéressant. Mais pourquoi vous ne traduisez pas ce que j'ai dit, comme ça on pourra avoir l'avis de M. Ashuri sur... Mais parce que la question nous était posée à nous, donc après... Lui, ce qu'il a essayé... Dans son intervention, il a essayé quand même de faire une distinction entre l'intellectuel et l'intelligentsia. À partir de ces distinctions, il a essayé de montrer quelle est la différence entre ces deux catégories. Et dans le paragraphe suivant, il a essayé de montrer que lui, en tant qu'intellectuel, il était en marge de ces deux tendances et qu'il se considère comme quelqu'un marginal et qu'il trouvait que le mot hétérodoxe pouvait signifier son entreprise intellectuelle. Autrement dit, vous, les intellectuels orthodoxes, ce sont l'intelligentsia, et un intellectuel hétérodoxe, c'est un vrai intellectuel en réalité. Vrai, moi je parle pas de vrai, je connais pas le sens des mots. Hein. Moi je suis pas essentialiste, hein. Je connais pas qui est un vrai musulman, je sais pas qui est un vrai musulman, qui est un vrai marxiste, qui est un vrai socialiste, qui est un vrai français, je connais pas. Quelqu'un pourra me dire qui est un vrai français, je connais pas. Qui est un vrai iranien. Si on peut dire un vrai, c'est rien. Comment? On est sur la terre. Ah oui, on peut dire, même ça, les philosophes pourront nous faire douter. Merci à tout le monde d'être venu. Et puis on vous invite à goûter quelques